s'il vous plaît, parce que ça résonne énormément. Et c'est vrai qu'au niveau des micros, etc., c'est pas évident. Donc, j'espère que la pause déjeuner s'est bien passée pour vous. On va juste faire une petite inversion au niveau du programme. C'est le docteur Frédéric Kochman qui va venir nous parler dans un premier temps de la scolarité des élèves avec TDAH. Ensuite, il y aura des échanges avec la salle parce que le docteur Kochman a une petite urgence. Et donc, ensuite, on partira sur le témoignage de Mathias Tex et on reprendra le cours du colloque comme prévu. Voilà, donc je laisse la parole au docteur Frédéric Kochman sur la scolarité. Merci, docteur. Merci beaucoup, Mme Jacquet et tous les membres de votre association. Donc, rebonjour à toutes et tous, ici présents en présentiel, et puis à toutes les personnes qui nous suivent en distanciel et qui peuvent, qui le savent, nous aussi nous poser des questions. Donc, l'école, gros sujet, évidemment. C'est tellement important, c'est tellement le présent et l'avenir de nos enfants. Et on sait à quel point c'est un sujet qui a été délicat, sensible, depuis notre crise sociétale, entre le distanciel, le présentiel, les demi-jauges, etc. Et donc, on a vu aussi les dégâts que ça a pu faire chez nos enfants, tout ce qui s'est passé depuis un an. Mais bon, je reviens sur le sujet du TDAH. Donc, ce que je voulais vous évoquer, c'est deux parties. Le côté de l'école en tant que lieu d'habileté sociale. Parce que c'est ça qui est compliqué aussi chez nos enfants, l'école et les copains et les copines, et les bagarres, et les disputes, et les problèmes avec les profs, les surveillants, etc. Et de l'autre côté, l'école entend évidemment que lieu d'apprentissage. Le lieu où ces enfants qui sont très doués, très vifs, très créatifs, très pensés, comme je disais, vous voyez, pensée alternative, proposer des façons différentes de penser. Si l'école est un lieu dans lequel ils se sentent en sécurité, ils se sentent entendus et écoutés, alors ils peuvent s'épanouir et devenir des personnes absolument brillantes et qui vont être repérées par leurs différences, par leur capacité à être… Mais l'école peut être aussi le lieu de cassage complet. Moi, j'ai vu plein de jeunes totalement détruits par l'école parce qu'ils n'ont pas été acceptés dans leurs différences. Et donc, vous voyez à quel point c'est un sujet crucial. Alors, première partie, le côté habileté sociale. Vous connaissez sûrement cette formule qui, comme son nom l'indique, est-on habile socialement dans ses relations avec les autres? Or, on en a parlé, docteur Carton en a parlé, moi aussi, et puis d'autres intervenants, autour du côté manque de tact, le côté cash, le côté je balance tout trop cash. C'est l'enfant hyperactif qui dit ah, j'aime pas ton pantalon, t'es moche avec, t'es grosse, t'as grossi depuis que la dernière fois. Qu'est-ce que quand un enfant hyperactif qui ne le fait pas exprès, qui dit juste en direct sa pensée, un enfant non hyperactif, il a appris avec ses parents à se dire je trouve qu'elle a plein de boutons cette dame, mais je ne vais pas lui dire parce que ça ne se fait pas. Mais l'enfant hyperactif, il a appris ça aussi de ses parents. Il a appris, ça ne se dit pas. Mais sauf qu'il dit tu as plein de boutons, tu es moche. Ah mince, ah oui, c'est vrai, je ne devais pas le dire, ça. Oui, donc la personne va se vexer en disant oui, mais donc voilà. Qu'est-ce qu'elle va penser de cet enfant définitivement? Cet enfant, je ne l'aime pas. La maîtresse va être souvent dans des contre-transferts, par exemple, avec un enfant hyperactif. C'est ce qui risque d'arriver parce que l'enfant, il est naturel, il est authentique, il est cash. Donc, ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Moi, j'aime bien les personnes, au moins, ce n'est pas des circonvolutions, on discute, mais tout le travail de l'école au niveau des habiletés sociales va être un lieu majeur. Les enfants hyperactifs ont tendance à avoir des difficultés pour pouvoir garder et stabiliser leurs amitiés. Ils vont trop souvent changer, c'est totalement instable. Une fois, leur meilleur copain, c'est Gonzague, et puis 2 jours après, ah non, je me suis fâché avec Gonzague, il m'a tapé, donc maintenant, je suis plus avec Jessica et Théa, et puis non, elle ne me parle plus, donc je suis tout seul dans la cour, je suis un peu malheureux. Ah, ça y est, le lendemain, il a un nouveau copain pour 3 jours. C'est très instable comme ça, c'est vraiment en dents de scie. Et donc, c'est vraiment important pour les parents de travailler ces habiletés sociales à l'école et en dehors de l'école. On peut par exemple débriefer, dire à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé avec Gonzague, qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté. Et donc, quand tu lui as dit que son t-shirt était moche, il s'est vexé, qu'est-ce que tu aurais dû faire par rapport à ça? Peut-être que je devrais m'excuser, peut-être que je devrais lui faire un cadeau. Voilà, on peut très bien réfléchir ensuite avec l'enfant
pour dire, tu vois, on apprend chaque jour. On apprend de ses erreurs. C'est comme dans un jeu vidéo. On perd, on se fait battre, mais on récidive, on refait jusqu'à réussir à passer le niveau et à passer au niveau suivant. Le jeu vidéo est une très bonne école. J'utilise ça, par exemple. Là, on a fait un groupe qui marche super bien, vous l'imaginez, dans mon unité, qui est un groupe de rétro gaming. Moi, en tant qu'ancien adolescent gamer, je suis encore un vieil adolescent gamer, on utilise les jeux vidéo et l'histoire des jeux vidéo parce qu'on sait que, premièrement, c'est un médiateur ultra investi par des jeunes. Et je leur montre avec des émulateurs les premiers jeux de la NES que vous avez connus, de la Super NES, de la Nintendo 64, de la Sega Mega Drive, etc. Ils adorent. Et on travaille l'utilisation du jeu vidéo comme une métaphore. Voilà, il faut persévérer. Il y a des solutions. Quand on rejoue, on est meilleur et on fait un meilleur score. Et si on rejoue encore, on peut encore faire mieux. Et donc, vous voyez, j'utilise la métaphore du jeu vidéo pour les amener à reprendre confiance en eux, pour les amener à aller plus loin. Et donc, on peut utiliser tout ça. On peut utiliser plein de choses comme c'est bien ce que tu fais. C'est bien que tu gardes longtemps cet ami, même s'il y a des moments où il y a eu des problèmes d'habileté, où tu n'as pas été très habile dans cette façon de parler. Ce que tu as fait, est aller le revoir, t'excuser, le revoir le lendemain, changer ta méthode jusqu'à améliorer, c'est génial. Donc l'école, c'est important donc que les instituts soient au courant. Ça, c'est un point qui m'apparaît essentiel, c'est d'aller voir l'institut dès le début de l'année en expliquant, voilà, mon enfant est hyperactif, ça engendre des choses positives, des choses qui peuvent être négatives. J'ai besoin de vous pour que vous puissiez vous-même être experte, parce que vous en avez un par classe. Donc, la carrière d'une institutrice, par exemple, à l'école, qui va avoir au moins un enfant hyperactif par classe, elle va en connaître donc pendant 30 ans, 40 ans de carrière. Donc, c'est important qu'elle connaisse. Et donc, la remise d'éléments, de documents associatifs, par exemple, pour qu'un institut ou de site internet, de livres à lui prêter, c'est vraiment super important. Et moi, j'ai vu plein d'instituteurs et d'institutrices changer complètement en disant, écoutez, merci pour ce livre. Je ne savais pas, je ne connaissais pas bien. Là, ça m'a rappelé des élèves. En lisant tel article, j'ai revu des élèves. Je comprends mieux, je sais mieux comment faire. Donc ça, c'est des points importants. Et que l'école soit un lieu d'école aussi des habiletés sociales. Ces habiletés sociales, elles vont aussi se développer en extrascolaire. Quand on parle de l'école, c'est bien aussi de parler en extrascolaire. Les enfants ont besoin de s'entraîner. Voyez les habiletés sociales comme un entraînement en sport. D'où l'idée, comme activité extrascolaire, de faire du sport, les sports collectifs. Dans un sport collectif, on va apprendre à être moins impulsif. On va apprendre, prenons le football, puisqu'on est en plein début d'Euro 2021. En football, on doit anticiper le jeu de l'adversaire, anticiper Mbappé qui envoie la balle à Giroud, ce qui semble-t-il est problématique, paraît-il, actuellement. Mais voilà, il faut anticiper ça. Il faut imaginer où est-ce que je vais me placer. Il ne faut pas jouer perso, mais se dire je suis en équipe. Donc, même si je suis devant le but, mon copain d'à côté qui est mieux placé que moi dans la surface de réparation, vaut mieux que je lui passe la balle. Et donc, c'est multitâche. Donc, vous voyez, on est obligé de travailler le multitâche, qui est une zone d'entraînement, on l'a dit ce matin. Donc, le sport collectif, c'est super. Les sports à sensation, parce que les enfants ont besoin de bouffer de dopamine et d'adrénaline. Donc, il faut leur faire de l'acrobranche, la tyrolienne, des choses dehors. Vous avez compris, vos enfants hyperactifs sont des chasseurs préhistoriques. Enfin, très exactement, des descendants de chasseurs préhistoriques. Et donc, il faut les mettre en chasse, dans la nature. On a parlé tout à l'heure d'équitation, en tout cas de choses dehors, de tir à l'arc. Le tir à l'arc, c'était un sport formidable parce qu'on doit être calme, concentré. On doit ne faire qu'un entre sa flèche et la cible qui est plus loin. Donc, on est posé, concentré. En fait, il y a presque tous les sports sont des sports valables. Je prends comme exemple encore l'escrime. L'escrime, on est là avec son épée. Si jamais on est inattentif pendant une seconde parce qu'on regarde un message sur sa montre, ça touche. Ah oui, forcément. Donc, on est obligé d'être concentré, de travailler son habileté physique, sa motricité fine. Donc, vous trouverez plein d'idées. Ce qui est important, ce n'est pas imposer à un enfant de faire de l'escrime alors que ce n'est pas du tout son truc, mais de trouver avec votre enfant sa passion. Vous savez, peut-être que l'un des objectifs de la vie, pour être épanoui dans sa vie, c'est de trouver ça ou ses passions. Et le but de la vie ensuite, c'est de la partager, cette passion. C'est un enfant qui va trouver comme objectif de faire du VTT avec tonton.
hein, et il l'emmène dans la forêt de Falampin faire du VTT dans la boue et tout, il adore. Et il partage cette passion en emmenant des copains ensuite en faire avec lui. Vous voyez, c'est voilà, des exemples qui vont aider un enfant dans les habiletés sociales. Donc, même si je sors un peu du sujet de l'école, c'est aussi, vous voyez, le scolaire et l'extrascolaire réunis pour les habiletés sociales. Ensuite, il y a les apprentissages. Donc, ce qui est super difficile pour un enfant à l'école, vous l'avez bien perçu et bien avant aujourd'hui, hein, je le sais, c'est interminable. Une journée entière de cours, de 8 heures du matin au collège jusqu'à 18 heures. C'est long. À la fin de la journée, j'en peux plus. Donc, c'est ça qui est difficile. Combien de fois j'ai entendu dans ma carrière, bah, en matin, ça va encore. En plus, il y a sa Ritaline le matin, etc. Mais le soir, ça ne va plus, quoi. Il fait n'importe quoi, c'est là qu'il se fait punir. Après la récré de 4h30, il ne tient plus. Donc ça, c'est super difficile. Donc, trouver les aménagements avec les instituts, surtout sur la dernière partie de la journée. Il y a beaucoup d'enfants hyperactifs qui arrivent à peu près à maintenir toute leur énergie le matin, et l'après-midi, ce n'est plus du tout ça. Donc, à l'extrême, il faudrait aussi réfléchir à regrouper la majorité des apprentissages le matin, quitte à ce qu'ils finissent un peu plus tôt que les autres l'après-midi, ou qu'ils soient dans une pause à un moment dans l'après-midi et qu'ils aillent peut-être chez une autre maîtresse ou dans le bureau, dans un autre bureau. Voilà, c'est à aménager dans chaque école, ce qu'on va appeler les aménagements scolaires, pour que l'enfant puisse tenir. Un autre point aussi, si on prend une échelle de temps à plus longue sur une vision plus distante, c'est 7 semaines entières sans vacances. C'est trop long pour un enfant hyperactif. Il vide les batteries beaucoup plus vite que les autres. Prenons le modèle d'une batterie d'ordinateur. Vous savez, on nous vend par exemple un PC portable ou un Mac en nous disant il y a 2 heures de batterie. En vrai, on n'a jamais exactement 2 heures. On a toujours 1h30, 1h40, c'est déjà pas mal. Mais bon, imaginons qu'on ait comme ça une autonomie de batterie pour tenir toute une journée à réfléchir, à travailler, etc. Comme l'enfant hyperactif, il pense 10 fois plus que les autres, il a toujours plein de pensées dans sa tête, il se divague, il part dans une fusée, puis il part, ah oui, mes vacances cet été dans le sud de la France, on va faire du camping, on va retourner à la piscine, j'irai au toboggan, et puis je vais faire des dessins à côté, et puis j'écoute pas la maîtresse, ah oui, on en est où? Et puis je bouge beaucoup. Forcément, il va user ses batteries beaucoup plus vite que les autres. Un enfant hyperactif, à 4 heures de l'après-midi, il est épuisé. Il est à 2% de batterie si on prenait une analogie avec notre ordinateur ou notre téléphone. Donc, on ne peut pas lui demander d'être aussi opérationnel à 4 heures de l'après-midi que lorsqu'il est le matin. D'où l'idée, dans le travail de réaménagement scolaire, d'expliquer ça aux instituts. De dire qu'il est important de mettre toute son énergie pendant qu'il a encore des batteries correctes le matin et sur l'ensemble d'une période entre 2 vacances. Cette année, je pense qu'on a eu 8 semaines entre les vacances de janvier et les vacances de février. C'est énorme. Et on voit bien qu'à la fin, l'enfant, c'est là qu'il se fait punir. C'est un peu avant les vacances. Parce qu'il est épuisé, il est sur les rotules, physiquement et psychiquement et cognitivement. Et il n'arrive plus du tout à tenir ce rythme-là. D'où, moi, par exemple, ce que je fais beaucoup en pratique, c'est que nos enfants hyperactifs qu'on suit en séquentiel, on les voit 1 semaine avant les vacances scolaires. Pour une raison particulière que vous comprenez, c'est déjà, il arrête l'école un peu avant les autres, et en tout, ça lui fera, au lieu des 2 semaines de vacances, 3 semaines sans école. Il a un petit peu plus le temps de recharger les batteries, et puis, il va avoir moins que les 7 semaines en suivant qui sont trop longues pour un enfant hyperactif. Donc, peut-être que ça peut être des aménagements scolaires que vous pouvez voir avec l'école. Alors, évidemment, ça va dépendre des parents. Je voyais tout à l'heure 2 parents qui travaillent tous les deux, ça ne va pas être faisable. Quelquefois, on peut s'arranger qu'une semaine avant les vacances, il aille chez mamie, etc. Donc, ça peut être des arrangements à l'école. Et donc, je finis là-dessus sur les aménagements scolaires. Vous savez qu'il y a plein de noms différents. Il y a les plans PPI, PPSI, PREAI, GEVASCO. Bon, il y a plein de noms différents. Le but, ce n'est pas de vous faire une litanie des différents trucs et des différences entre tout ça. Mais en tout cas, vous savez que vous pouvez demander à tout moment à une école à avoir un plan d'aménagement scolaire individualisé pour votre enfant. Et à ce moment-là, le mieux, c'est secret professionnel partagé, c'est de ramener par exemple le courrier de votre médecin, de votre neuropédiatre, de votre pédopsychiatre, le bilan neuropsychologique peut-être pour la psychologue scolaire, pour donner des détails et des informations. Et puis, à partir de là, prendre le temps avec l'école de réfléchir à donner les informations qui seront importantes pour l'instituteur ou l'institutrice ou les profs, aménager le temps scolaire peut-être en allégeant un peu, en enlevant certains cours. Par exemple, au collège, il y a des enfants qui vont, par exemple, cette année, faire vraiment les matières principales.
Alors, ça peut vexer certains profs. Ouais, je ne vois pas pourquoi ça ne va pas être considéré comme matière principale. Ça va dépendre de chaque enfant. Mais c'est aussi la condition sine qua non pour que l'enfant puisse tenir l'école. Vous voyez, il ne va pas tenir s'il fait 36 heures par semaine plus 10 heures de devoirs par semaine pendant 7 semaines en suivant. Là, ça va être, on court à la catastrophe et un enfant qui va se démotiver. Parce que je me souviens, une patiente qui est là actuellement dans l'unité dit, mais une journée de classe, c'est infernal pour moi. C'est l'enfer, me dit-elle. Tenir 8 heures en suivant à écouter des profs, mais j'en peux plus. Donc, je vais à l'école quasiment les larmes aux yeux, tellement pour moi, c'est une galère totale. Pourtant, elle est douée à l'école. Mais le système scolaire actuel, où on nous oblige à rester 1 heure en cours, je pense à ma fille qui vient de passer ses concours d'école d'ingénieur. Elle avait là aux Arts et Métiers, elle est à Lille, 4 heures de maths, niveau maths P, vous imaginez le niveau, 4 heures de maths le matin, 4 heures de maths l'après-midi, 8 heures de concours de maths dans la journée, et ceci pendant plusieurs jours en suivant. Donc, comment voulez-vous tenir un rythme pareil quand vous êtes… et cette idée, cet exemple-là, c'est pour dire que pour un enfant hyperactif, c'est ça tous les jours pour lui. C'est 8 heures d'enfer, de j'en peux plus. J'aime bien quand même, j'ai des copains, des copines, mais c'est tellement long. D'où l'importance d'aller expliquer ça à la maîtresse. Alors, dernier point, pour les plus jeunes, ce qui est important, c'est de leur permettre justement de bouger. Ils ont besoin de bouger. Donc, s'il y a Théo dans la classe qui est là, tiens Théo, il y a les feuilles à distribuer à tous les élèves, tu viens ? Et puis on va à Théo au premier rang. Il y a plein de stimuli autour de lui et qu'il est derrière tout le monde, il va être tout le temps dérangé par tous les gens qui bougent, ceux qui jouent avec leur gomme, ceux qui, donc il vaut mieux le mettre devant la maîtresse. Et Théo, régulièrement, c'est celui qui va distribuer les feuilles. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller toucher l'enfant. C'est un peu étrange, je veux dire, mais ça aussi, on sait que c'est un stimulus qui peut aider l'enfant. C'est-à-dire que Théo est là, et la maîtresse va venir, et va venir en faisant. Ça s'apprend. Et ça, c'est des points extrêmement importants de solliciter l'enfant à ce qu'il puisse être, à bouger un peu, à sortir un peu. Dans certains cas, il est important de proposer aussi, même à Théo, de sortir un peu dans le couloir 2 minutes, de se mettre à aller respirer un peu dans la cour, un peu, parce qu'on sent bien que là, il est 4 heures l'après-midi, il est là, il n'écoute plus rien, quoi. Donc, vaut mieux qu'il puisse quelquefois faire une petite pause dans la cour, idéalement accompagné, peut-être par un autre élève, par un copain. Il fait 5 minutes de balade dans la cour, il revient après, et ça y est, il a repris 15 minutes de batterie. C'est comme si mon téléphone est déchargé, je le recharge quand même 5 minutes. Je le recharge 5 minutes, je vais 2 à 4% de batterie, même en 5 minutes, je tiendrai jusqu'à tout à l'heure. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, donnez ces informations aux profs. Donc, je conclus en vous disant, il y a premièrement l'école comme un lieu d'habileté sociale. C'est là que l'enfant apprend. Donc, l'enfant va faire des erreurs, l'enfant va souffrir, l'enfant va être rejeté par les autres parce qu'il est trop impulsif, trop agressif. Mais c'est l'école de la vie. Ça va lui apprendre à dire, je sais, j'ai compris que je dois être moins impulsif, je dois respecter les autres, je dois demander aux autres ce qu'ils veulent faire. Et à chaque fois, on va pouvoir débriefer positivement à la maison en lui demandant comment ça s'est passé, on l'aide à réfléchir à tout ça. Ça peut être un travail fait aussi avec la psychologue, par exemple, scolaire ou au CMP. Et enfin, l'école comme un lieu d'apprentissage où tout doit être fait, c'est la responsabilité de nos enseignants et de tous les professionnels de l'école pour que l'enfant s'y trouve de manière épanouie et qu'on puisse aménager l'école pour lui aussi. Bon, évidemment, on ne peut pas tourner toute une école de 500 élèves rien que pour votre fils, mais ce qu'on peut faire quand même, c'est prendre en compte les spécificités des autres fils pour se dire, c'est un élève qui a un potentiel énorme, qui est hyper empathique, qui est intelligent, qui est créateur, qui a plein d'idées. Et si on le valorise dans tous ses atouts, alors l'école peut se transformer pour lui en un lieu génial dans lequel il va s'épanouir à la fois sur ses apprentissages et sur ses habiletés sociales. Mais c'est beaucoup de travail et ça demande donc, vous voyez, un côté de superbes relations, idéalement, entre les parents, l'instituteur, l'institutrice, le directeur, la directrice, d'autres personnes de l'école, mais aussi ça peut être le CMP et d'autres lieux de soins. Et quand on arrive à faire ce côté union fait la force, alors on voit des enfants qui enfin peuvent s'épanouir à l'école
Et je finis en disant, c'est aussi malgré tout très instit-dépendant, et vous le savez. Il y a des instits avec lesquels ça s'est très mal passé, instit rigide, qui n'a rien compris, qui dit écoutez, je n'ai pas que ça à faire, j'ai de toute façon 33 élèves, comment vous voulez, je ne vais pas commencer à prendre un à un tous mes élèves, comment voulez-vous que je fasse. Et l'année d'après, une instit formidable qui a compris votre enfant, qui l'a pris en main. Et là, il est passé de 4 de moyenne avec l'instit précédent à 16, alors que c'est la même école. Donc, on sait que ce sont des enfants très émotionnels, très affectifs, et qui vont donc être très instit-dépendants. Donc, trouver la bonne école et les bons instits, quand on le peut, c'est aussi super important. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Dr Kochman. Est-ce qu'il y a des questions sur le webinaire et dans la salle? Sur le webinaire, non. Dans la salle, alors, oui, le micro. Merci. Oui. Je voudrais vous demander votre avis votre avis en tant que pédopsie. Voilà, moi, l'école, j'ai une utopie. Je la rêve autrement. Et ça va aussi avec ce que vous venez de nous dépeindre de la réalité. Je me dis, est-ce que ça serait bien pour nos enfants TDAH, mais aussi pour les autres, valides, de repenser l'école autrement, que ce soit dès la primaire et les autres niveaux. Le matin, je fais contraire de la pratique, de la théorie, pardon. Oui. Le matin, je fais de la théorie, la pause du midi, et l'après-midi, je fais que de la pratique, de l'éveil, en toutes sortes. Il y a des écoles à faire et à construire. Vous savez qu'en France, je suis désolé de le dire, mais on est nul par rapport à plein de pays. Aux États-Unis, au Canada, c'est d'une banalité, mais il y a des écoles d'enfants hyperactifs. Il y a des trucs, mais prenons nos voisins belges. On sait que c'est les voisins belges. Il y a des instituts qui sont spécialisés et qui ont des formations sur le TDAH et sur les autres 10 et autres problèmes d'apprentissage, et qui ont des classes spécialisées avec des écoles spécialisées, des façons de faire spécialisées. Alors peut-être, effectivement, et c'est ce qui s'est fait, par exemple, je parlais de Canada et des États-Unis, ça peut être des écoles qui pourraient être imaginées par des associations. Mais pour ça, il faut des sous, il faut des organisations, il faut des aides potentiellement. Mais pourquoi pas imaginer des écoles autrement? Ce serait super. Effectivement, votre idée, elle est très bonne. Vous savez, par exemple, qu'il y a des enfants hyperactifs qui marchent bien en système Montessori. Vous en avez déjà entendu parler, mais sinon, je vous invite à regarder sur Internet. Un système Montessori, on amène l'enfant à travailler sur ses sujets d'intérêt. C'est lui qui va être plus acteur de ses apprentissages, qui va dire oh, tiens, cette semaine, je vais travailler les mathématiques. Et c'est très pratique, c'est très ludique, c'est des exercices. Il faut du ludique aussi pour les enfants hyperactifs. C'est-à-dire que la pratique, elle doit être sous la forme de jeu. Ils vont apprendre mieux, par exemple, les maths sous la forme d'une petite compétition, d'un concours de sudoku, en écoutant 2 heures de maths théoriques. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de choses à travailler. Et ça, ce serait génial d'avoir un collège, c'est le cas de le dire, de parents, d'associations, de professionnels de l'école, peut-être de l'académie, à réfléchir avec certains pour imaginer faire, pourquoi pas, une classe pilote dans une école. Et proposer ça, s'il y a une mairie qui est intéressée, faire une classe pilote dans une école ou faire une école pilote même. Et ça, ce serait génial. Vous avez des idées, des projets de ce type-là? Moi, j'ai rien inventé. J'ai encore lu là dernièrement un article qui est donc le 2e pays de l'Europe à avoir les meilleurs résultats, la Finlande. Donc, vous retrouvez. Donc, déjà, il n'y a pas d'école maternelle. Et les enfants apprennent ou n'apprennent pas en s'amusant. C'est un peu aussi sur la base du Montessori. Pour trouver les enfants allongés sur la table en train de lire un livre ou de faire un dessin. Chez nous, en France, ça ne se fera jamais, quoi. Et voilà, ils passent par l'amusement, apprendre à grandir aussi, écouter son corps, peut-être être moins stressé que les enfants qu'on retrouve aujourd'hui dès la maternelle chez nous en France. Donc voilà, il n'y a même pas d'investissement public. Il faut simplement remodeler cette école publique française qu'on a. Tout est en place. Et après, si il y a un gros boulot, c'est remodeler les professeurs. C'est peut-être un moment de pouvoir travailler tout ça actuellement, à moins d'1 an de la future élection,
d'aller voir des électeurs et de dire en tant que citoyen, voilà, qu'est-ce que vous comptez faire pour nos enfants et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Est-ce que vous êtes prêt à faire une classe pilote dans cette petite école de village et montrer qu'on peut faire des choses donc voilà, avec des enfants différents. Moi, je ne crois pas forcément à une classe où il y aurait 30 enfants hyperactifs en même temps, parce que là, c'est l'institut qui va craquer, hein, vous imaginez. Hein, mais on pourrait imaginer voilà, des classes d'enfants voilà, un peu plus avec des atypicités, des HP avec mélangé avec des TDAH, etc. Donc on pourrait revoir tout ça, mais ce serait une très belle idée à faire. Hein. Ce serait un beau projet associatif de travailler là-dessus. On va agir. Hein. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de poursuivre? Oui. Oui. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant des écoles alternatives en Belgique, si c'est bien pour les enfants qui ont un TDA. Il y a plein d'écoles différentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle d'école en Belgique, il y a à la fois des institutions privées qui sont médico-psychopédagogiques, ce qu'on n'a pas du tout en France, il y a aussi des classes spécialisées, donc oui, en tout cas, ça vaut le coup d'aller voir ce qui se passe. Ça vaut le coup d'aller voir ce qui se passe. Si votre enfant n'est pas du tout bien dans sa classe et que vous sentez qu'il est malheureux et qu'il ne supporte pas le système classique, alors oui, ça vaut le coup d'avoir l'esprit ouvert, d'aller voir ce qui se fait en Belgique, d'aller voir ce qui se fait dans une autre école. Il y a une école très alternative, par exemple, qui s'est ouverte à Villeneuve-d'Ascq, qui s'appelle Sudbury. Regardez sur Internet, S-U-D-B-U-R-Y. C'est un système Montessori plus encore plus, je dirais. C'est-à-dire que là, c'est des enfants mélangés de 4 à 19 ans hein, qui s'auto-entraident. Il y a une autogestion. Les enfants sont acteurs de leur propre classe. Allez voir. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques initiatives et il y a des projets qui se font et qui peuvent permettre de dire, voilà, il peut y avoir aujourd'hui des alternatives et c'est à vous aussi d'être acteur de ces alternances. C'est-à-dire de proposer aux écoles de dire, voilà, c'est très important. Vous avez là un vivier d'enfants qui deviennent, s'ils sont bien pris en charge, les futurs leaders de la société. Ne les gâchons pas, ces enfants. Donnez-leur les outils pour qu'ils puissent être épanouis dans leur vie scolaire aussi. Oui, bien sûr. Voilà, c'est parfait ce que vous dites parce qu'il faut lier voilà, le côté de l'enfant, le côté de l'école. Mais si l'enfant est bien dans son environnement, alors il peut totalement s'épanouir. Oui. Oui, bien sûr. Et des parents à la maison, bien sûr. Oui, tout à fait. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Kochman.